Bonjour, nous allons démarrer dans une minute. Je fais l'introduction de la prochaine conférencier, qui est Olivier Debray, à ma droite, votre gauche, directeur général attaché aux affaires francophones, donc Alticia France. Le titre de son intervention, c'est l'accès à la langue de l'autre, un défi démocratique. Donc, le processus de globalisation n'a pas nécessairement ouvert les uns aux autres, et les replis sont sur soi-même, mais la démocratie a mal. La connaissance de sa propre langue est un prérequis pour s'aventurer vers celle de l'autre, et l'accès à tous est porteur d'un formidable élan démocratique, en particulier dans les pays émergents. Pour ses projets institutionnels, son ADN académique et son projet global de l'apprentissage des langues pour tous, Alticia compte participer au resserrement des liens entre tous et au renforcement démocratique. Voilà l'introduction et je passe donc la parole à M. Debray. Merci beaucoup. Merci James. Je crois que tout a été dit quasiment, mais je vais essayer d'approfondir un petit peu ce propos. Donc bonjour à tous. Donc vous me permettrez d'aborder aujourd'hui la question des valeurs qui nous portent et d'essayer de définir comment notre organisation met en place une stratégie visant à déverrouiller l'accès au savoir, en l'occurrence l'accès à la langue de l'autre, mais d'abord à sa propre langue, quelle qu'elle soit. Je rappellerai également le rôle fondamental. Je ne sais pas si le son, ça marche, parce que dans ce brouhaha magnifique... Non, comme je suis un peu plus grand que... Voilà, ça fonctionne, excusez-moi. Et je rappellerai donc le rôle fondamental de l'université, sur lequel se reposent aussi nos valeurs. Alors, en cette semaine où l'UNESCO vient de décréter 2019 comme année des langues autochtones, et par conséquent qui vient de rappeler l'impérieux devoir échu aux nations, aux sociétés, mais aussi aux organisations privées et publiques et aux individus de préserver et de valoriser la diversité culturelle, garante d'une meilleure compréhension entre les individus, mais aussi gage de la stabilité dans le monde et de la paix. La redécouverte du mythe de Babel est ainsi rendue possible par les progrès de la technologie. Ainsi, la multiplicité des langues n'est pas perçue comme une punition divine visant à empêcher les hommes de s'entendre, mais bien plus comme un formidable enrichissement culturel et intellectuel à travers l'appréhension de nos mutuelles différences. La vision de Paul Valéry prend sens et corps. Pour tous, et pour nous en particulier, la technologie a démultiplié les champs du possible, tout en créant un nouveau corpus d'exigences et de valeurs. L'accès au monde de la connaissance nous oblige précisément à repenser notre propre vision du monde. L'accélération des progrès technologiques, avec les espoirs qu'ils engendrent, parfois sereinement, mais souvent frénétiquement, nous place devant de nouveaux défis. Celle d'une nouvelle démocratie, la démocratie du savoir. Alors, comment mettre en place cette démocratie du savoir que les développements technologiques nous laissent plus qu'entrevoir? La mondialisation du savoir vers laquelle nous nous dirigeons sera-t-elle un chemin radieux pour des lendemains enchanteurs ou un projet semé d'embûches? L'UNESCO, en faisant de 2019 l'année des langues autochtones, a sans doute voulu rappeler que la mondialisation ne pourrait se réaliser sans le respect de la diversité culturelle et linguistique. Je souhaite rappeler que notre organisation, Alticia, souscrit à cette vision du monde. Et je me réjouis de pouvoir dire que nous développons une approche particulière. Notre identité, notre ADN est avant tout académique et universitaire et humaniste.
Ainsi, nous avons fait de la démocratisation à la maîtrise des langues et de l'apprentissage des langues pour tous notre marque de fabrique. Elle s'inscrit là encore dans la diversité culturelle et linguistique. Je voudrais ici rappeler le rôle fondamental des universités et en général de l'enseignement supérieur. Est-ce qu'il est loin le temps où l'université était un corps de maîtres ayant pour objet l'enseignement de la théologie, du droit, de la médecine et des 7 autres arts? Oui, sans aucun doute. Et ce, en raison tout d'abord des volontés d'ouverture au monde et à une certaine perception de l'altérité. La mondialisation du savoir attise notre curiosité, notre soif d'apprendre et de connaître. Pourquoi l'université nous apparaît-elle comme un élément fondamental dans notre approche? C'est elle a longtemps été perçue comme une association d'hommes dotés et privilégiés par l'État, de sorte que le peuple puisse recevoir une formation intellectuelle et que les problèmes théoriques du développement de la civilisation puissent être résolus. Les temps ont bien changé. Le nombre d'étudiants dans toutes les universités du monde s'est accru de manière phénoménale durant le XXe siècle. Et on considère aujourd'hui bien évidemment l'enseignement supérieur comme un atout du développement économique et humain. Traditionnellement élitiste, sur le plan social, l'université s'est démocratisée tout en tentant de maintenir son niveau d'exigence académique. Plus encore, les universités n'échappent pas au phénomène de mondialisation, tout en tentant de maintenir un développement, d'étendre leurs liens dans le monde. Elles collaborent avec d'autres et renforcent des liens entre elles et le monde socio-économique. Ce monde socio-économique participe à la création de chaires dans de multiples activités. Les universités des pays différents et nous nouons des liens forts de recherche et d'échange. Les étudiants n'échappent pas à cette règle. Ils n'échappent pas non plus à ce phénomène d'échange, d'apprentissage aux 4 coins du monde. Le projet Erasmus est en tout point remarquable. Ce programme d'échange d'étudiants et d'enseignement entre les universités, les grandes écoles européennes, créé en 1987, compte 33 pays, 3500 établissements, et permet à des millions de participants de suivre un cursus de 6 mois à une année académique à l'étranger. Dans cette architecture du savoir, comment placer l'apprentissage de la langue? Nous pourrions considérer à juste titre cet apprentissage de la langue de l'autre comme fondamental. À ce jour, il existe des centaines de programmes motivés par des politiques de coopération universitaire et financés par les pays. Et à ce stade aussi, nous pourrions nous arrêter et imaginer possible un apprentissage dans une seule langue, l'anglais, par exemple. Nous pouvons en effet tomber d'accord pour affirmer que les langues offrent 5 types d'opportunités. Communiquer, prendre part à l'économie, augmenter ses connaissances et être informé, se déplacer et s'impliquer dans des relations diplomatiques. En définissant des critères de mesure comme les chiffres de l'exportation, ceux du tourisme, de la production de films, de produits culturels, la publication d'articles académiques, on verra alors clairement que l'anglais s'impose comme la langue la plus puissante devant le mandarin, le français et l'espagnol, le portugais arrivant en 8e position. Mais est-ce uniquement là que se situent nos rôles respectifs? Reprenons les 5 grandes opportunités, à savoir communiquer, prendre part à l'économie, augmenter ses connaissances, se déplacer. N'est-il pas là une évidence pour nous tous que l'apprentissage de la langue de l'autre serait un atout pour mieux le comprendre, comprendre son histoire, ses coutumes? N'est-ce pas cela, cette empathie ô combien importante dans le rapport à l'autre? Et comme l'affirme le philosophe brésilien Renato Janine Ribeiro, ancien ministre de l'Éducation du Brésil, la langue ne joue plus un rôle pour asseoir la domination d'un peuple sur un autre, mais pour entretenir le respect
de la différence culturelle et langagière, et par conséquent, elle renforce le sentiment d'existence prérequis à toute participation heureuse dans une communauté, qui est un sentiment fort d'appartenance à un monde dans lequel on compte vraiment. Le mandarin est parlé par 1 milliard de personnes, l'anglais 580 millions, l'espagnol 382 millions, le français 290 millions, et le portugais 218 millions. Mais on oublie là le Kiswahili qui dénombre plus de 100 millions de locuteurs. On oublie également le Quechua avec 9 millions de locuteurs. Le Kiswahili sert de lingua franca pour l'Est de l'Afrique, comme l'anglais sert de lingua franca pour une grande partie du monde. Mais sommes-nous d'accord pour dire que chaque langue mérite d'être une langue à part entière lorsqu'elle est le moteur d'une culture, lorsqu'elle fait partie de l'identité d'un peuple? Peut-on affirmer que l'anglais est une langue en soi et pas seulement une langue véhiculaire? Il est fort probable que toutes les langues vont évoluer, mais la vision de l'évolution de la langue va dans le sens du maintien des langues actuelles. Certaines langues vont sans doute disparaître, d'autres vont se transformer. Sur les 6500 langues parlées dans le monde, seulement 2000 sont écrites, normées. Pouvons-nous participer à ce grand projet? Le respect de chacun dans sa différence culturelle et linguistique nous motive tous à faire partie d'un projet plus grand, une vision du monde dans lequel chacun a son rôle à jouer. Notre objectif est double. D'une part, permettre à tous d'apprendre la langue, les langues qui leur permettent simplement de communiquer, d'apprendre, de voyager, de développer les échanges économiques, intellectuels et de tenter d'élaborer des relations durables. D'autre part, cet objectif doit nous permettre d'apprendre la langue de l'autre, la langue de proximité, celle d'une communauté, d'une culture, sans doute plus enclavée et plus identitaire. Ces deux objectifs peuvent n'en faire qu'un en réalité. Le travail des anthropologues montre combien la langue participe à sa culture, à son sentiment d'appartenance et à une communauté, à une histoire commune. C'est aussi, et c'est le but de notre réunion au salon Learning Technology, c'est la question des moyens. Les progrès technologiques ont ouvert de très nombreuses portes et démocratisent l'apprentissage digital. La cohérence de projets digitaux proches des hommes est possible. Il revient à des organisations comme la nôtre d'accompagner au mieux ces formidables évolutions. Le traitement automatique du langage, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, académiques et ludiques, les pédagogies multimédia, les médias, les pénétrations Internet qui année après année augmentent et couvriront le monde très vite. Notre rôle est primordial. Celui de l'université est tout autant, en particulier sur la question de la recherche en apprentissage digital, pour nous permettre d'apprendre d'autres langues tout en gardant vivante notre propre langue. On n'apprend pas une langue comme on apprend les mathématiques. C'est un apprentissage extrêmement particulier, très subtil, très intime et tellement important pour notre propre vie. Il convient donc d'articuler les avancées technologiques et la cohérence des projets linguistiques, académiques et sociétaux pour faciliter l'apprentissage de sa propre langue, de sa culture, mais aussi de la langue et de la culture d'autrui. Je vous invite à interagir avec Yvan Floret tout à l'heure à 16 h, qui vous présentera la plateforme sur laquelle nous travaillons chez Alticia. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette conférence pleine de lumière, d'espoir pour le monde. Il en faut.
Des questions dans la salle concernant ce que vous venez d'entendre? Moi, je suis Oui, je vous laisse faire d'abord. Peut-être c'est la même question que je vais poser. Merci beaucoup, Monsieur Debray, pour cette conférence très inspirante. Sonia Gaha, Hopscotch Group, donc je suis professeure d'anglais à la base, mais je suis aujourd'hui responsable formation et je m'occupe de tout ce qui est localisation des contenus, donc l'adaptation aux cultures, etc. Donc je suis très sensible à ces thématiques-là et j'avais une question. Je voulais connaître votre avis sur le fait qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe, les événements, les amalgames qu'on vit tous les jours, quand on entend un gouverneur ou un maire dire « je souhaiterais arrêter les cours d'arabe dans les écoles parce que ça pousserait au terrorisme » et qu'il y ait un public en fait qui soit à l'écoute de ce genre de propos sans nom, quel est notre rôle ou le vôtre finalement en fait dans justement de corriger ce qui se passe, ce qu'on peut entendre aujourd'hui? Merci beaucoup. Oui, c'est évidemment c'est le cœur du problème. La question, c'est, je voudrais reprendre ce qui est écrit sur le fronton du temple de Delphes. D'abord, c'est se connaître soi-même. Avant de connaître les autres, il faut se connaître soi-même, donc connaître sa propre langue. Et on voit, et c'est encore un petit peu tôt, mais on le voit, l'intérêt, la curiosité pour l'altérité, pour l'autre, la capacité de s'intégrer passe d'abord par la connaissance de soi-même. Donc, évidemment, nous avons des politiques, je dirais, plus politiciennes, et c'est normal, des discours qui sont là pour rassurer, mais qui en même temps font assez peur. Et c'est normal, on a toujours besoin dans une société, mais notre rôle, par l'accès à la connaissance, à l'intelligence, à l'esprit critique, et c'est tout notre but, c'est de démontrer le contraire, de montrer notre pari est évidemment un pari qui n'est pas dénué d'émotion, bien sûr, mais c'est un pari sur l'intelligence. Et c'est la capacité à exercer son esprit critique qui fait souvent défaut. Donc évidemment, vous avez parfaitement raison, le français en France est très important aussi pour les populations, les immigrés, et les Français aussi, qui ont besoin aussi d'apprendre un peu, de réapprendre leur français. Mais il est important d'apprendre sa propre langue avant de commencer à connaître la langue de l'autre, pour mieux connaître la langue de l'autre. Mais c'est parfaitement d'accord. Très bien. Donc, une autre question de la salle? Oui. Donc, ma question, c'était un peu dans la même lignée, mais plutôt sur les projets que Alticia dans le monde concernant justement des pays où il y a des langues régionales. Vous en avez cité tout à l'heure, mais toutes les langues régionales, autochtones, comme Alticia, quels sont les projets que vous envisagez, qui sont en cours? Alors, il y a de nombreux projets, et c'est des projets à la fois sur de nombreux continents. Enfin, il n'y en a pas tant que ça, il y en a 5. Non, nous réfléchissons à donner une modernité à des langues qui paraissent... Vous savez, les langues régionales ont souvent été considérées dialectes, patois, mais ce sont souvent des vraies langues régionales, autochtones, et la capacité de mettre, ce qui n'est pas encore fait, mais de mettre des outils de la modernité, du numérique, de mettre à disposition d'un public la possibilité d'apprendre, entre guillemets, un patois ou un dialecte, définition un petit peu méprisante ou péjorative, c'est une façon aussi de valoriser ces langues. Donc nous avons des projets avec le Kishwahili, le Quechua et d'autres langues régionales, en France, en Europe. C'est un sujet qui nous intéresse et qui intéresse aussi beaucoup les gens. Les gens concernés, bien entendu. Très bien. Une autre question? Quand vous dites que c'est un sujet qui, pour moi, c'est quelque chose que je trouve ce qui vous passionne, vous. Vous parlez tout à l'heure de ADN, Alticia. Et justement,
je crois que vous êtes parmi les premiers de parler de cette ouverture pour les langues pour tous, le credo donc d'Alticia. Mais d'où ça vient pour la société Alticia? Qui est derrière ce credo, le ADN? Alors, nous avons un socle de valeurs et au premier rang duquel se trouve une université, une grande université en Europe, qui est l'université de Louvain-la-Neuve, qui a un département de langues étrangères, qui développe toute une série de projets sur l'automatisation du langage. Et donc cette dimension académique universitaire est très importante. C'est aussi une forme de crédibilité, parce que ça fait partie aussi du socle de valeurs à la fois universitaire, mais je dirais aussi humaniste, parce que l'accès que nous permet la technologie au savoir pour tous, l'accès aux langues pour tous, fait partie d'un vrai projet. C'est une vraie réflexion globale. Et donc notre actionnaire d'Alticia est l'université de Louvain-la-Neuve, ce qui est assez singulier. Très bien. Voilà.